Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Vincent Launay. Qui est Vincent Launay ? C'est l'ex-président de Central Charts, un réseau social de partage d'analyse technique. C'est aussi un trader, investisseur et analyste indépendant, mais il est aussi auteur de 2 livres sur le trading et l'analyse technique. Donc, vous voyez un profil axé trading aujourd'hui. Et en plus de ça, Vincent est aussi un ami, donc je le précise parce qu'on a eu l'occasion d'aller à Surfing Bitcoin plusieurs fois ensemble. Donc voilà, c'est quelqu'un de proche. Donc forcément, la conversation va être peut-être un peu plus détendue que pour les autres épisodes de podcast. Mais voilà, vous avez la présentation de départ. Comment tu vas, Vincent ? Ça va ? Salut Thibaut, ouais, c'était assez intéressant de voir au dernier Surfing Bitcoin justement que tu me disais là où dans mon podcast j'aimerais bien apporter une petite vue plutôt trading, analyse technique pour ma communauté qui suit mon podcast, plutôt que d'aller présenter des projets, essayer d'apporter quelques éléments qui pourront être utiles finalement à ta communauté et avec plaisir. Donc du coup je t'ai dit bien sûr on va faire ce podcast et donc on le fait aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et on est le 8 septembre. C'est vrai. Et du coup, N'oublions c'est pas ça. l'occasion pour moi de te le souhaiter et de la part de toute l'audience qui ne te connaît pas, mais qui te le souhaite au passage. Merci. Voilà, donc bon anniversaire. Et ouais, effectivement, comme tu le précises, c'est important de parler un peu de trading, d'analyse technique, parce que j'ai fait aucun épisode là-dessus. J'ai fait un petit épisode avec Winex, mais c'est sur une plateforme qui va se lancer. C'est pareil, c'est un projet. Là, on va faire quelque chose d'autre. On va parler trading, la philosophie du trading, le métier de trader. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce que ça implique, et moi y compris, je ne suis absolument pas un trader professionnel ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que tu vas pouvoir amener cette valeur-là à l'audience. Donc on va démarrer tout de suite. Est-ce que tu peux avant, comme d'habitude, nous parler un peu juste de ton parcours, nous dire comment l'univers du trading est arrivé dans ta vie et pourquoi à un moment donné la crypto-monnaie s'est greffée et a pris petit à petit pas mal le dessus sur les autres marchés finalement. Ok, je vais essayer de faire court parce que j'ai un parcours quand même assez long. En fait, j'ai commencé après mon école de finance, j'ai eu un poste au trading desk chez un courtier Forex. Donc à la base, moi, je suis très orienté Forex. Le marché des devises, là, on échange euro-dollar, euro-yen, voilà, toutes les paires de devises sur tous ces crosses. Donc c'est à l'issue de cette première expérience, finalement, là où je tenais le trading desk, c'est-à-dire c'était à la fois de la formation pour de la clientèle, mais également faire de la passation d'ordre pour les gens qui veulent passer leurs ordres au téléphone. J'ai été formé et coaché par la personne qui tenait le trading desk depuis peut-être 15 ans chez ce courtier. Et donc, il a passé beaucoup de temps à m'initier justement au trading et à l'analyse technique. Et c'est devenu pour moi une réelle passion. Dans la foulée, pendant que j'avais ce travail, j'avais créé un premier site qui s'appelait Tribu Forex à l'époque. Ce site a bien fonctionné en France. Je crois qu'on était numéro 2 en France sur le Forex, alors que le Forex était en pleine explosion. Et jusqu'à la loi Sapin qui a interdit la publicité des courtiers Forex. Sauf que le problème, c'est que le modèle économique de ce site était basé sur justement ça. On ne voulait pas vendre de la formation ou vendre quoi que ce soit dessus. C'était simplement des bannières promotionnelles et l'idée de gagner de l'argent comme ça et de se rémunérer là-dessus. Donc, on a été un peu coupé par Monsieur Sapin. Et ensuite, c'est créé en parallèle de Tribu Forex, dans les dernières années de Tribu Forex, c'est créé Central Charts, du coup, qu'on a fait évoluer, qui a beaucoup évolué, surtout lorsqu'on a eu les partenariats avec ProRealTime, ce qui nous a permis d'accéder à une plateforme qu'on a pu intégrer, à de la cotation, à tout plein d'éléments et à des ressources, enfin voilà, toutes les ressources dont on avait besoin à ce moment-là pour faire vraiment exploser le projet. Et depuis 1 an, j'ai quitté donc Central Charts et je suis à mon compte pour finalement proposer de l'analyse, faire mon trading de mon côté et évoluer dans ce sens-là. Ok, et donc en parallèle, tu as aussi édité 2 livres. On reviendra dessus plutôt à la fin de cet épisode, mais voilà, on pourra en parler un petit peu aussi. On va se focaliser sur le métier du trader. Comment est-ce que toi, tu perçois le métier d'un trader ? Quel est l'environnement ? Comment est-ce qu'on apprend ? Comment est-ce qu'on gagne en expérience ? Est-ce que tu peux juste nous faire un topo sur c'est quoi le quotidien d'un trader ?
Alors, le quotidien d'un trader, c'est d'aller voir un peu déjà ce qui va arriver dans la journée, déjà se renseigner sur les actualités du moment, j'ai envie de dire. C'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on se pose un peu devant ces graphiques. On voit ce qui s'est passé durant les heures où on n'était pas devant les écrans. On réanalyse les marchés et puis on y va. On applique chacun ses règles de trading, sa petite stratégie, sa méthode de trading. Et c'est là où finalement, pour moi, il y a une vraie différence entre le petit trader lambda qui arrive et celui qui a l'expérience et qui va être bon demain. C'est que tout réside dans cette protection du capital, parce que le capital, c'est votre outil de travail quand vous êtes trader. Il ne faut pas le perdre, sinon on perd son travail. Donc l'idée, elle n'est pas de le perdre, et elle n'est surtout pas de le risquer en un coup. Tout doit être mesuré, on a des règles de conduite et des règles de trading fixes. On n'est pas toujours gagnant, il faut savoir perdre. L'idée, c'est de gagner plus souvent ou de gagner plus, moins souvent, mais que le tout, la somme de toutes les opérations, fasse du positif. L'autre chose, c'est qu'au bout d'un moment, pour être trader, il faut avoir un gros capital. Pourquoi? Pour finalement risquer le moins en termes de pourcentage, donc ne pas mettre le capital à risque. On ne peut pas arriver sur les marchés avec 1 000 € et dire ça y est, je suis trader et je vais en vivre. Parce qu'en fait, si on cherche à se sortir chaque mois, imaginons 5 000 €, ça veut dire faire 500% de performance. Et donc, c'est juste pas possible. Forcément, il y a un jour ou l'autre où on crame son compte. Donc, c'est vraiment essayer de se créer ce capital de départ, de le respecter et ensuite de respecter toutes les règles qu'on s'est imposées. Et chaque trader a ses propres démons. Certains traders sont agressifs, certains traders sont trop joueurs, certains traders sont rancuniers. Lorsqu'ils perdent, ils cherchent à tout d'un coup doubler la position ou à être revanchards. Moi, c'est un de mes problèmes, hein, typiquement, c'est que quand le marché m'a mis une claque, 2 claques, 3 claques, je les ai acceptées les 3 claques, mais je reviens pour la 4e et souvent j'appuie un peu trop fort. Et ces moments-là me coûtent un peu cher. Donc ça, c'est mon principal démon, j'y travaille. Voilà, chacun a ses démons. Il les trouvera avec le temps, c'est de l'expérience, c'est en faisant des erreurs qu'on finalement on s'améliore en trading. C'est pour ça qu'au début, tout le monde le dit de partout, il faut commencer sur un compte démo, mais ça a fait chier tout le monde de commencer sur un compte démo parce qu'en fait, c'est pas du vrai, donc on s'ennuie. Mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait passer 2, 3, 4 ans, mais je parle en années, hein, à essayer de dire je pars d'un capital de, imaginons, 100 000 € sur un compte et j'essaye chaque mois de sortir, allez, 4, 5%, on va dire, juste pour commencer, se fixer des objectifs qui soient réalistes et à essayer de les faire. Une fois qu'on les a atteints, c'est pareil. Le problème, c'est que quand on a atteint la performance du mois, mais qu'on l'a atteint en 2 jours, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on a été beaucoup trop rapide. Donc, on a pris beaucoup trop de risques. Donc, c'est tout recalculer pour faire en sorte de dire, je veux qu'à la fin du mois, je veux avoir atteint mes objectifs. Et si je les ai atteints, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Mais tout ça est écrit en fait dans un plan de trading. On a tout un process qu'on doit respecter. Et à partir du moment où on ne le respecte pas, eh ben, on rentre dans la connerie et on fait des bêtises. Et on repasse dans le côté joueur. Moi, je sais qu'il y a eu des mois où j'ai surperformé sur mon petit capital. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave si je le mets à risque. Finalement, c'est ce surplus de plus-value. Et ça m'a coûté que j'ai fini en négatif sur le mois, quoi. Voilà, tout simplement parce que j'ai été joueur à partir du moment où j'avais cet argent que j'estimais gratuit. Donc, c'était débile. D'accord. Donc on se rend bien compte que, c'est une discipline particulière, c'est un métier, ça implique plein de choses, tu l'as déjà bien rappelé et bien présenté. Comment est-ce qu'on met en place maintenant ce fameux plan de trading? Comment savoir quelle est notre tolérance au risque? Comment savoir, combien on peut se permettre d'investir? En fait, chaque trader a sa stratégie. Il y en a qui analysent, en H1, en D1. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Comment est-ce que, finalement, on devient petit à petit trader et comment on trouve la stratégie, qui nous correspond? C'est ça qui est le plus dur, en fait, c'est de pas forcément copier ce que les autres font, mais finalement de trouver la stratégie dans laquelle on est à l'aise, le trading qui nous convient. Est-ce que c'est du long terme, du scalping? Il y a plein de choses à prendre en compte. Toi, comment tu perçois ça? Comment tu as trouvé ta stratégie qui fonctionne, on va dire? C'est assez compliqué à dire parce que ça se fait vraiment à long terme de trouver finalement quels sont les outils qu'on va utiliser, quel est le type de trader qu'on est. Est-ce qu'on est un trader de tendance, de contre-tendance? Est-ce qu'on est scalper, swing trader? Il y a tout plein de petits critères et encore une fois, je le redis, il faut se tenir à ce qu'on est. Si on est un scalper,
on se met pas à faire des swing trades. On fait pas ça. Si on est un swing trader, on se met pas à faire un scalp parce qu'on est sur une résistance. Si on achète les résistances quand elles sont cassées à la hausse, il n'y a pas un jour où on se met à la vendre en se disant tiens, je vends cette résistance et donc je suis à contre-tendance de ce pump qui est en train de se faire. Et une fois de plus, c'est voir un peu ce qu'on aime faire parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, ni de stratégie miracle, ni d'indicateur miracle, selon moi en tout cas. Par contre, il y a des choses qu'on aime et qu'on aime répliquer. Moi, je donne un exemple. Je n'achète pas les supports, je ne vends pas les résistances. Je short les cassures baissières de support et j'achète les cassures haussières de résistance. C'est ma façon de faire. Bien souvent, on arrive sur, imaginons une résistance, le cours tape et il rechute. Et ben, de temps en temps, je suis rentré à l'achat parce qu'il y a eu une fausse cassure. Ça fait partie du trade. J'ai mon stop loss. Mais c'est ma façon de faire et je ne le changerai pas. Donc, je ne suis pas un contrarien, c'est-à-dire il y a les traders de tendance et de contre-tendance. Moi, je suis plutôt toujours dans la tendance. Si on est sur un gros pump et qu'on arrive sur une résistance, la tendance actuellement, c'est le pump. On est en train de pousser. Donc, je serais pour tout d'un coup acheter la cassure de la résistance. Donc, c'est déjà définir ça, définir ensuite l'horizon de temps. Tu parlais d'unité de temps juste avant. C'est pareil, ça va plutôt être fonction de la disponibilité qu'on a. Est-ce qu'on est plutôt toute la journée devant les écrans et donc là, on peut aller chercher des unités de temps petites comme du 15 minutes. J'irai pas en dessous. Pour moi, tout ce qui est plus petit que 15 minutes, c'est réellement pour les scalpers, ceux qui vont aller grappiller quelques points sur le marché. Et il faut savoir faire. C'est une technique, une pratique qui est pas commune, mais beaucoup de gens se mettent à tout d'un coup dire tiens, je vais aller gratter le marché et faire du scalping. Il faut savoir faire du scalping, c'est pas forcément évident. Et c'est beaucoup plus réactif, il faut être vraiment les yeux rivés sur les écrans. Le swing est plus abordable pour tout le monde, pour monsieur tout le monde qui arriverait dessus, parce que c'est juste capter des mouvements. Ensuite, dans le côté capter des mouvements, moi j'avais mis c'est une de mes méthodes de trading et c'est celle que j'applique, c'est la méthode du trading à sens unique, c'est le premier livre que j'avais écrit. Dans ce livre, en fait, j'explique qu'on ne peut pas capter tous les mouvements de marché. On ne peut pas dire, imaginons, je cherche à attraper toutes les vagues. On va prendre soit toutes les vagues haussières, soit toutes les vagues baissières, mais on ne peut pas prendre la première vague haussière, la deuxième vague qui est baissière, la troisième vague qui est haussière, et ainsi de suite. Parce qu'il y a forcément un moment où on va être à contre-courant et on va être perdu. On va dire, bah mince, j'étais à l'achat et maintenant je me retrouve à la baisse. Et il y a un moment, ça part dans le mauvais sens et on ne sait plus quoi faire. Et puis finalement, on avait un stop, on se fait stopper. On repart dans l'autre sens et finalement, c'est l'inverse qui se passe et on se retrouve complètement perdu. Donc, essayer de se fixer un sens de marché et se focaliser sur toutes les opportunités que la stratégie offre vis-à-vis de ce sens. Et après, pour l'analyse des signaux, là, c'est encore pareil, c'est chacun sa tambouille. Il y en a qui font avec du Ishimoku, il y en a qui font avec du RSI, de la divergence de RSI, du CCI, ce qu'on veut. Moi, personnellement, je n'utilise aucun indicateur technique, sauf quand je n'ai plus d'informations qui m'est donnée par le prix. Imaginons un cours qui est en excès haussier, il est sur des records historiques. Alors, on a eu ça sur beaucoup d'actions américaines, là où tout est au plus haut du plus haut, à faire des nouveaux records. Et là, il devient intéressant simplement d'aller ajouter des indicateurs techniques qui vont nous montrer si on n'est pas en excès haussier ou s'il n'y a pas tout d'un coup quelque chose qui se dessine sur une divergence, hein, quelque chose pour trouver quand est-ce qu'on corrige un petit peu, quoi. Mais sinon, pas d'indicateur technique de mon côté. D'accord. Donc là, il y a beaucoup de termes. Peut-être que l'audience n'est pas familier avec tous ces termes. Moi-même, il y en a quelques-uns, donc je ne visualise pas forcément. Quand tu veux démarrer sur du trading, alors c'est un métier, il y a des risques, voilà, faut vraiment prendre ça en compte. Mais si tu veux démarrer, juste tester un peu ton trader, ton profil de trader, le mieux, ce serait donc de rester sur un profil démo. Donc un compte démo, c'est un compte fictif où vous avez de l'argent et vous pouvez tester avec des bases de données réelles de marché, hein, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est plutôt de démarrer en démo pendant un certain temps, comprendre qu'est-ce qui nous plaît, c'est-à-dire quelle unité de temps avec laquelle on est le plus à l'aise, si c'est du 1 jour, si c'est du 1 heure, ce genre de choses, et quels outils, quels indicateurs on se plaît. Donc, en gros, on forme notre profil de trader en démo. Et après, on bascule à un moment donné quand on commence à être rentable, on va dire toutes les semaines, et que cet environnement de travail, de trading, est compatible avec notre environnement forcément de la vie de tous les jours. Tu l'as mentionné, l'emploi du temps est différent pour chacun.
Il faut absolument pas avoir du scalping si on est très peu disponible, tout comme le swing trading s'applique plus pour, je sais pas, le père de famille, on va dire. Donc tout ça, c'est vraiment ça que tu recommanderais pour quelqu'un qui veut peut-être juste démarrer, mais sans trop se prendre la tête. C'est une plateforme sur laquelle on peut avoir un compte de démo et tester un peu tout ça sur du long terme pour ensuite définir son profil de trader et ensuite basculer éventuellement, si ça nous correspond, à un profil, sortir du compte de démo pour passer sur un compte réel, c'est ça? C'est exactement ça. Dans tous les cas, ça reste sur du compte démo. L'idée, c'est de se créer sa tambouille. J'ai oublié de préciser une petite chose. Lorsqu'on a tout d'un coup établi toutes les règles strictes et qu'on les a quasiment notées sur un papier, c'est je suis un trader de tendance, imaginons. J'utilise tels et tels outils qui sont, imaginons, le MACD, les moyennes mobiles ou je ne sais quoi, quels outils, peu importe. Une fois qu'on a tout établi, on ne change pas. C'est-à-dire que, imaginons tout d'un coup, on regarde sur Twitter et on me dit, tiens, sur tel indicateur technique Ishimoku, on a un nuage, je ne sais pas quoi, qui me dit que ça va chuter, alors que moi, ma stratégie me dit que je suis à l'achat. On ne change pas ces outils au moment où on est dans un trade. Parce qu'en fait, les indicateurs qu'on utilise ou les outils qu'on utilise, si c'est juste de l'analyse technique, vont nous le dire si ça va chuter. Et potentiellement, il peut y avoir une petite correction, mais ça fait partie du plan du package global, c'est de ne pas changer en cours de trade. Surtout très important, ça je ne l'ai pas précisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, à tout moment, dans n'importe quel trade que j'ai pu avoir ouvert dans le passé ou que je peux avoir actuellement, je peux trouver n'importe quel indicateur technique qui va me dire le contraire. Ah, ça j'en suis persuadé. Qui va me sortir, tiens, je suis à l'achat sur tel actif, et ben là, pourtant j'ai un signal de vente en fait qui m'est donné par tel autre indicateur. Mais vu qu'il ne fait pas partie de mon plan, de ma stratégie, du package que j'ai de mon côté, eh ben, il ne faut pas en tenir compte et donc surtout pas regarder. C'est pareil pour les unités de temps. Si on traite sur l'unité de temps 15 minutes, il ne faut pas changer d'unité de temps et se dire, tiens, sur du 5 minutes, j'ai ce petit signal qui m'est donné, mince, ça ne va pas être bon pour mon 15 minutes. Non, non, on ne change pas d'unité de temps. Et donc, c'est D'accord. donc pour se construire, ça va prendre beaucoup de temps et c'est pour ça qu'il faut le faire en démo, sinon ça coûte beaucoup d'argent. Et, et se noter sur les choses avec lesquelles on est les plus, comment dire, ce qui est le plus propre à nous-mêmes. C'est comme ce qu'on disait, est-ce qu'on est plutôt trader de tendance ou de contre-tendance? Et ça, on se le fixe. Ensuite, quels outils on utilise? Il y en a, ils vont être à l'aise avec un indicateur comme Ishimoku. Il y en a d'autres, ils vont juste mettre des moyennes mobiles. Ça va dépendre un peu. Chacun a sa petite tambouille. Et ça se construit. Je ne peux pas dire qu'un indicateur est mieux qu'un autre. Chacun va préférer un indicateur, mais il ne saura pas trop dire pourquoi. Il va trouver que ça correspond plus à son style de trading, aux objectifs qu'il se fixe et à l'utilité qu'il en trouve, quoi, en fait, finalement. Ouais, c'est assez clair. Je pense que voilà, chacun a ses affinités et découvre en temps réel ce qui lui convient le plus. Est-ce que tu peux, pour ceux qui connaissent pas trop cet univers, donner éventuellement un outil qui est simple pour démarrer en démo, hein, une plateforme qui permet ça, qui est assez intuitive, assez ergonomique pour pas être trop perdu non plus dans tous les menus. Voilà, un outil simple pour démarrer en démo. Et j'aurais une autre question après pour toi qui est, OK, le mieux c'est de démarrer en démo, mais comme tu l'as dit, la démo, c'est pas du vrai argent. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette notion de, vu que c'est pas du vrai argent, on n'est pas aussi discipliné, aussi exigeant envers soi-même que quand c'est du vrai argent? Et du coup, notre expérience en démo finalement, elle est pas super, réaliste, elle est pas super, en phase avec ce qu'on peut ressentir en réel. Enfin voilà, est-ce que déjà premier outil, comment démarrer en démo sur un outil que tu connaîtrais? Et ensuite, comment tu bascules du démo au réel? Est-ce qu'il y a des petits conseils que tu peux donner aux gens? Oui. Alors moi, pour tout ce qui concerne, hors crypto, hein, bien sûr, tout ce qui concerne CFD futurs et autres, de mon côté, j'ai la plateforme ProRealTime. On peut très bien avoir un compte de démonstration, chez eux, et s'entraîner, en fait. Donc, j'invite tout le monde, si vous voulez, à vous entraîner au trading. Alors, ce sera de la spéculation, du swing, ce que vous voulez, sur, du CFD futur, que ce soit sur du forex, des matières premières, les indices boursiers, même des actions, hein. Ça peut être des actions américaines, actions européennes, peu importe, hein. Vous avez vraiment un panel d'actifs très développé, très étendu. Donc ça, c'est pour le côté démo. Moi, je recommande plutôt ça. C'est ce que j'utilise, en tout cas, la plateforme ProRealTime. Et parce qu'elle est aussi très, très simple. C'est la plus accessible, en fait, pour tout le monde. Il n'y a pas de surplus dans la plateforme. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas 1 million d'objets qui, de temps en temps, servent à rien. On reste sur des choses simples et qui sont
largement suffisante, en fait. D'un point de vue, sinon, le deuxième question, c'était, tu m'as dit? Redis-moi. L'autre question, c'était comment est-ce que on peut se mettre dans les bonnes conditions en compte démo pour relativement Alors, reproduire le compte réel, en fait? Parce pour que se mettre c'est en quand même pas la même approche, quoi. J'ai compris. Alors, je t'avais dit que le compte démo, c'était forcément très chiant et que personne n'arrivait à le tenir à long terme. Eh ben, il faut se dire une chose, c'est que il faut absolument, si vous voulez pas risquer votre argent, être capable de dire j'ai fait 6 mois avec les conditions, comme je disais, imaginons si mon objectif c'est de faire 5% par mois, arriver à le tenir et le plus longtemps possible. Si au bout de, imaginons 2 semaines, on en a déjà marre d'essayer d'aller chercher cet objectif, c'est qu'en fait le trading, il n'est pas fait pour la personne parce qu'elle n'est pas capable de faire 6 mois et essayer sur quelque chose de fictif, de dire voilà, je vais chercher mes 5% et maintenant qu'est-ce que j'ai fait si j'ai atteint mes objectifs. Ça s'appelle de l'entraînement. Dans n'importe quelle discipline, si on n'est pas capable de s'entraîner, eh ben, c'est que la discipline n'est pas faite pour cette personne, en fait. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis parce que justement j'entendais ça auprès de traders expérimentés qui voyaient ça un peu le trading comme, des athlètes de haut niveau. Où tu vas voir une différence où l'athlète de haut niveau, bah, c'est la perfection et c'est lui qui peut être rentable, c'est lui qui aura, toute cette expérience, qui aura fait tout ce travail en amont, qui lui permet d'être rentable, qui lui permet de réussir. Là où des personnes qui s'entraînent, ponctuellement et qui pensent qu'ils vont réussir, ça ne marchera jamais. Donc je pense que tu as raison d'insister sur le fait que, si ça peut ne pas du tout être fait pour vous et si au bout de 2 semaines, bah, c'est pas votre truc, vous y arrivez pas. Alors, c'est pas en 2 semaines qu'on peut juger si on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'effectivement, tu dis que c'est sur plusieurs mois de compte démo pour vraiment affiner la démarche, sa stratégie et ensuite voir si oui ou non, ça match ou pas. Mais OK, je pense que c'est un J'ajoute, peu plus clair. j'ajoute quelque chose, c'est qu'en fait, avec le temps, on découvre des aléas qu'on n'a pas forcément sur les 2 semaines qui se passent. Imaginons la personne qui arrête au bout de 2 semaines, elle n'a pas connu tous les aléas. Imaginons un flash crash, comme on a connu sur le Bitcoin. Faut l'avoir vécu en trading pour savoir si le compte de trading est rasé ou pas, quoi. Donc, je veux dire, il y a tout plein. Ça, c'est un aléa le plus fou, on va dire, les flash crash et ce genre de choses. Mais il y en a plein d'autres. Ça va être la remise en question de soi-même. On est constamment remis, on se remet tout le temps en question quand on fait du trading. Si on n'a pas établi nos règles et qu'on les a pas écrites noir sur blanc et qu'on les respecte pas au quotidien. Et puis c'est pareil, les respecter. On peut les respecter pendant 2 semaines. Et puis je sais pas pourquoi un jour, tiens, on a fait un peu trop la fête la veille. Et ben on se met à ne pas les respecter. Et c'est vraiment un travail compliqué et qui demande de la rigueur, énormément de rigueur et de respect de son travail, en fait, de respect des règles de conduite, en fait. D'accord et donc tu as mentionné Pro Time, donc je mettrai un lien en description de l'épisode pour effectivement ceux qui veulent, potentiellement les regarder sur Pro Time, et lancer un compte démo. Maintenant on va passer un peu dans la partie crypto. Forcément l'audience est aussi intéressée par ça. Yes, Et moi aussi. donc toi tu trades un peu de crypto. Pourquoi ton marché, peut-être du forex initialement, le cœur de ton activité, s'oriente petit à petit vers de la crypto? Comment tu perçois la crypto, les enjeux qu'il y a derrière? Et pourquoi maintenant, toi, tu apprécies particulièrement ce marché? Alors, je suis rentré sur la crypto en 2017. Me demande pas pourquoi, je sais même pas te dire pourquoi. D'ailleurs, au début, j'ai démarré avec du Ripple et j'étais plutôt anti-Bitcoin. Parce que je sais pas, je voyais ce projet, et Bitcoin, enfin, c'était pas un projet, enfin, je voyais le Bitcoin comme archaïque et qui n'aurait pas d'avenir. Aujourd'hui, après plus de recherches, j'étais un newbie en 2017, je pense m'être complètement planté. Le roi Bitcoin restera toujours le roi de Bitcoin et j'ai confiance en Bitcoin. Et Ripple, plus du tout, on va dire. Bon, ça, c'est rien à voir. Ça m'a un peu attiré parce que bah, forcément, la première fois que j'ai injecté en 2017, je suis arrivé avant l'énorme pump et donc que j'ai transformé un capital, je sais plus, j'avais commencé gentil, j'avais mis 15 000 euros, je suis monté à 160 000 euros en moins de 6 mois. Juste en laissant, c'était même pas du trading, hein, c'était de l'investissement, attention, rien à voir. Et forcément, on est attiré par la volatilité et également la technologie. Alors, moi, je n'étais pas là pour la tech, hein, j'étais là pour l'argent, hein, soyons réalistes. Donc, mais c'était intéressant d'investir dans quelque chose qui à la fois promet vis-à-vis de la tech et en même temps qui a des mouvements qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs. Donc, forcément, et puis l'accessibilité, c'est assez facile aujourd'hui d'accéder à du trading de crypto. Euh,
Binance, c'est mon courtier pour tout ce qui est crypto, parce que c'est là où il y a le plus de volume d'échange et de liquidité. Mais c'était très facile finalement de se lancer dans le trading sur les cryptos. Et c'est pour ça que depuis 2017, j'en fais un peu au quotidien. Ok, et est-ce que tu vois des différences entre des marchés plus traditionnels comme le forex, les actions ou les matières premières, avec le marché de la crypto qui est forcément, on le sait, un peu plus volatile, mais il y a peut-être aussi plus de faux signaux. Enfin, je ne sais pas, dans ton jargon, dans ton expérience de trading, quelle est Alors, la différence majeure par rapport au marché des cryptos? alors il est un peu conditionné. Alors, c'est un marché quand même de tendance, c'est ça qui est assez intéressant, mais qui a de la volatilité. Donc, c'est un marché de tendance qui fait des bull runs. Là, en ce moment, c'est le bear market depuis un sacré moment. Ok, donc il y a des tendances. Les signaux sont parfaits. On est exactement comme sur tout autre marché. On a de bons signaux d'achat et de vente, peu importe. Donc la tendance est là, les signaux sont là. On a plus de volatilité que sur certains marchés, sauf actuellement, par exemple, où c'est mort comme pas possible. On a juste eu un petit pic là, dernièrement sur le BTC. Moi, là où je le reproche quelque chose, je reproche deux choses d'ailleurs au marché des cryptos. Le premier, c'est de coller tous les altcoins. Tous les altcoins collent beaucoup trop au BTC. Donc, si le BTC monte, les altcoins montent. Si le BTC chute, les altcoins chutent. Ça, c'est pas forcément très agréable. On est trop corrélé en fait à ce Bitcoin. Et ensuite, le deuxième élément que je n'aime pas, ce sont les halvings tous les 4 ans. On sait qu'on a le halving et donc on sait qu'après le halving, on aura forcément un pump. Donc là, tout le monde attend finalement le pump qui arrivera que l'année prochaine peut-être. Et ça crée une cyclicité dans les courbes. Donc en fait, on sait que tous les 4 ans, ça va faire un pic, une chute, un pic, une chute. Et ça, avec un espace de temps de 4 ans. Et on joue avec ça. Et c'est pas forcément le plus agréable parce qu'en fait, la cyclicité en trading, alors on peut la travailler, mais l'idéal, c'est plus d'avoir des courbes qui soient libres, en fait. Et c'est pour ça que moi, dans le trading de crypto, je vais pas aller forcément traiter une crypto face à du Tether, enfin de l'USD. Je vais plutôt aller construire mes propres crosses. Ah, je m'explique. Euh, c'est là où justement on retrouve des courbes qui ont plus une forme complètement aléatoire. Imaginons qu'on souhaite faire du EGLD Solana, voilà, du Multiversix Solana. Il y en a un qui vient d'exploser à la hausse et l'autre qui tanque à la baisse. Ok, et ce qu'on veut, c'est jouer le différentiel entre les deux. Donc, on va aller construire cette paire. Donc, en fait, par exemple, si on veut être haussier sur le Multiversix et baissier sur le Solana, ou inversement, peu importe, eh ben, on va aller en margin, acheter la paire EGLD USDT et on va vendre pour le même montant la paire Solana USDT. Et finalement, on a créé le cross EGLD Solana. Et, et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on joue un différentiel de altcoin. Quelle est la différence de cours? Mais surtout, on se protège contre les flash crash. Alors, si le projet en question se prend un flash crash tout seul, ça arrive, hein. Mais si le marché en lui-même, imaginons le Bitcoin se prend un flash crash et demain, là, il tombe à 15 000, et bien forcément, j'ai le Multiversix qui va chuter à mort et j'ai le Solana qui va chuter à mort, normalement, vu qu'ils suivent. Et je ne serai pas trop impacté avec ce cross, en fait. Et donc, c'est ça que j'aurais envie de dire pour ceux qui s'intéressent au trading crypto. C'est pas forcément d'aller se focaliser sur toutes les paires face au dollar, enfin, au Tether, mais plutôt d'aller construire leur cross et de voir des différentiels entre différents altcoins. Et c'est ça qui est intéressant à aller chercher. Chose qu'on n'a pas Est-ce- forcément. Ouais, dis-moi. J'allais dire ce fameux cross, est-ce que tu l'expliques dans un de tes livres, par exemple? Non, ça j'explique Non? pas. C'est pas une partie. Bah, je suis pas spécialisé 100% crypto. Dans mes livres, le premier, il parle de trading, c'est une méthode, et le deuxième, il est dédié à l'analyse technique. Mais du coup, j'explique pas. Je devrais faire un autre bouquin s'il faut Bah sur voilà, le trading de crypto, peut-être. ça y est. Tu vois, il y a une opportunité qui vient de se créer, il faut faire un troisième livre, inévitablement. Voilà. En tout Non, cas, mais j'espère que pour ceux qui s'intéressent justement au trading et ils vont se rendre compte qu'ils finalement ils traitent toujours du BTC USDT ou du ETH USDT et ils vont se dire parce que c'est les plus liquides et volatiles, pas volatiles, mais les plus liquides et là-dessus on peut entrer et sortir assez facilement. Et ils vont se dire bah ouais, pourquoi tout d'un coup j'irais pas faire ce cross là en faisant un achat et un vente opposé pour les mêmes montants et puis jouer le cross quoi. Alors après on n'a pas la courbe. C'est un peu le problème. Il faut les outils pour la créer. Mais c'est intéressant.
D'accord, OK. Bah, c'est intéressant comme point de vue parce qu'effectivement, même moi, je connaissais pas du tout ça. Donc OK, bah, ça permettra aux gens d'aller se renseigner sur, ça, mais c'est une technique à toi. C'est-à-dire que si les gens disent, cross sur Google, ils vont pas trouver forcément des informations là-dessus, quoi. C'est vraiment ta Un tambouille à toi pour le coup. cross, c'est juste une paire, hein. Quand on dit OK. un cross, c'est une parité. Et là, ce OK. serait la parité EGLD/Solana, quoi. OK. Sol. Donc Ouais, on tu l'a crées créé. toi-même ton pairing, en fait. OK. C'est ça. Et en fait, c'est là où on peut utiliser le margin typiquement de manière beaucoup plus sécurisée. Parce qu'aujourd'hui, les gens se rendent pas compte que, je sais plus, sur Binance, par exemple, on peut faire du 3 fois. Ou avec le 5 fois, si c'est de côté, il y a des poules, pas des poules, on peut aller jusqu'à 5 fois avec de levier sur certaines paires. Bon, peu importe. Rien qu'en 3 fois, c'est énorme parce que si on est exposé en x3 vis-à-vis du capital, on a déjà vu il n'y a pas si longtemps des dumps de 50%. Et en fait, là, il suffit d'un dump de 33% pour se faire raser son compte quand on est en levier 3. Donc, pour moi, il faut surtout pas aller jouer avec du levier sur des paires en dollars. On peut y aller un peu plus agressivement avec des crosses construits comme ça. Si on cherche voilà, n'importe lequel, tiens, Ethereum slash Matic. Voilà, par exemple, ça Mmh. c'est un cross qu'on peut traiter aussi. D'accord. Et c'est simple à construire, hein, on achète d'un côté, on vend de l'autre, hein, Ouais. face au Tether. Ouais, ouais, OK. Rien de compliqué. OK. C'est juste un peu plus technique dans l'approche parce que du coup, enfin, forcément, c'est pas juste un simple trade, c'est un peu démultiplié, quoi. C'est juste deux trades. Voilà, c'est C'est 2 deux trades. trades. Ça double la démarche à chaque fois, quoi. Et si le marché, imaginons, explose à la hausse, il y a un des deux trades qui sera super gagnant et un des deux trades qui sera super perdant. Et l'idée, c'est que le différentiel fasse que ce soit gagnant. OK. Et tu mentionnais que le marché des crypto-monnaies, effectivement, il faut prendre en compte la corrélation avec le bitcoin qui est la locomotive et qui forcément donne la tendance même de tous les altcoins en général. Comment est-ce que un trader, appréhende ça, en fait, et le prend en compte dans sa stratégie de trading? Est-ce que finalement le trader duplique un peu sa stratégie, sur les marchés traditionnels et la duplique sur le marché des cryptos? Ou est-ce qu'il peut quand même essayer de se protéger par rapport à ça, à cet impact bitcoin qui vient pour, tout rafler, quoi, la tendance haussière et baissière? Est-ce qu'il y a des petits mécanismes comme ça ou est-ce que finalement on le subit comme tous les autres, quoi? Alors moi, je suis très technique, c'est-à-dire que mon trading est très, très, très basé sur l'analyse technique. Et donc du coup, je vais pas forcément prendre en compte les éléments qui sont déclencheurs de pump et dump. Alors ça peut être une annonce Twitter, un Elon Musk qui nous sort un truc sur je ne sais pas quel crypto et qui va nous créer un énorme pump ou un énorme dump. Pour moi, c'est dans le cours. J'aurai mon signal au moment où tout d'un coup, telle bougie va casser à la hausse, telle résistance, et là, je peux y aller, par exemple. Et pour moi, je réplique exactement la même méthode et la même stratégie que sur les autres marchés, finalement. Et donc, le fait que... Enfin, c'était quoi la question? C'était Bitcoin qui vient un peu... Ça, on l'a déjà dit que le Bitcoin, c'était vrai. Ouais. Le problème de cyclicité, le fait que les autres altcoins répliquent un peu trop la performance du Bitcoin, c'est pour ça que ça sert à rien tout d'un coup d'aller traiter des altcoins ou des shitcoins, ou appelle-les comme tu veux, qui n'ont aucun intérêt. Autant rester, si on veut faire du BTC, du trading simple, autant rester sur du Bitcoin Tether, et puis voilà. OK, ouais, d'accord. Donc la façon de se protéger, c'est éventuellement de simplement rester sur Bitcoin parce que c'est lui qui est la locomotive et OK. Mais, Bah, voilà, en fait, on je prend voulais un juste savoir risque. si mmh. En fait, on prend un risque sur un altcoin, on prend un risque de dire, bah tiens, demain, il y a eu un rug pull, je sais pas quoi, le projet est à l'eau, alors que sur Bitcoin, ça arrivera pas, quoi. Oui et On puis s'élimine les contraintes de hyper volatilité, en fait. ouais, ouais, OK. Bah, c'est très clair, merci et on va basculer un peu maintenant sur tes livres. Donc tu as écrit 2 ouvrages. Est-ce que tu as déjà mentionné, Trading à sens unique, avec quelques petites informations. Tu peux aussi nous présenter le 2e ouvrage, nous dire pourquoi tu as décidé de faire des livres. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Voilà, nous faire un peu un topo sur tes bouquins. Vas-y, c'est le moment. Alors, ouais, mon premier livre, je l'avais écrit il y a 9-10 ans, Trading à sens unique. En fait, l'idée, c'était vraiment de présenter une méthode de trading qui n'existe pas nulle part, qui consiste à se focaliser sur un sens du marché. Donc, soit je ne fais que des achats dans mon trading, soit je ne fais que des ventes en fonction de différents niveaux clés. Si on est au-dessus de mon niveau clé, bah, je fais que des achats. Si on est en dessous, je fais que des ventes. Et il peut y avoir des zones neutres également dans lesquelles on ne traite pas.
Et ça, vu que c'était présenté un peu nulle part, on avait envie de le mettre en avant avec mon collègue de l'époque, Bruno Dupré. Et donc, on avait coécrit un livre juste pour pouvoir le présenter. En fait, on aurait bien aimé le mettre sur Tribu Forex dans une énorme fiche, mais c'était trop long à expliquer. Je crois qu'il fait quasiment 300 pages, ce bouquin. Je ne pouvais pas tout mettre dans un guide comme ça. Donc, ça fait depuis des années qu'il est en vente sur Amazon. Et c'est très bien comme ça, les gens sont satisfaits. Je crois qu'on en a vendu à peu près 4-5 000 en tout. Alors, au début, on avait notre propre maison d'édition parce qu'on ne connaissait pas encore Amazon. Et donc, on avait carrément créé la maison d'édition pour s'auto-éditer nous-mêmes et le vendre dans les librairies. Sauf que c'est un vrai métier, l'édition. Il faut aller s'amuser dans toutes les librairies, à faire la promo de son bouquin, et faire les têtes de gondole. Et on n'avait pas trop de temps à perdre. Donc, en fait, finalement, c'était... allez, vous le retrouvez, on indiquait aux gens comment le retrouver et vous allez dans telle librairie, vous le commandez à la FNAC, vous l'avez. Et aujourd'hui, maintenant, il est sur Amazon, donc c'est beaucoup plus simple. Il suffit de le mettre là-dessus, ça marche. Le deuxième, c'est un livre sur l'analyse technique. Je l'ai écrit l'année dernière, qui fonctionne très très bien. J'ai déjà passé le millier de ventes donc, sur ce livre. Les retours sont super. Le problème pourquoi je l'ai écrit, c'est parce que en fait, j'ai lu tellement de livres sur l'analyse technique, il y a des bibles, je ne sais pas comment les expliquer, mais des livres qui font 500, 600, 700 pages. Là où j'ai trouvé que c'était beaucoup trop de blabla et ça manquait d'accessibilité pour un trader débutant, quelqu'un qui veut se lancer dans l'analyse technique et finalement savoir manier cet outil, quoi. Donc, j'ai essayé de faire un livre accessible aux débutants et dans lequel on retrouverait rapidement tous les éléments de l'analyse technique et comment on arriverait à demain être soi-même un bon analyste technique. Voilà. Le plus accessible possible avec des mots simples et en allant aussi, au-delà de la théorie, parce que c'est très bien, mais il y a beaucoup de livres qui parlent énormément de la théorie ou qui vont aller prouver qu'une figure chartiste ou je ne sais quel élément fonctionne. Là, je ne suis pas là pour essayer de prouver que l'analyse technique fonctionne. Je pars sur ce constat, c'est que ça fonctionne. Après, ceux qui ne croient pas en l'analyse technique, ils vont se perdre dans mon bouquin, ils vont dire, oui, mais il avance quelque chose, par exemple une figure tête et épaule, pour moi, ça ne marche pas. Moi, je pars du constat que si la figure tête et épaule, elle fonctionne. Par contre, la théorie sur, par exemple, une figure tête et épaule, ne donne qu'un seul objectif de cours, qui est la hauteur de la tête qu'on rapporte en dessous de la ligne de coupe. Ça, pour ceux qui connaissent un minimum l'analyse technique. Et bien en fait, ça, c'est que la théorie, elle donne un seul objectif de cours. Et en fait, moi, je crois que j'ai trouvé 3 ou 4 autres objectifs ou façons de traiter la figure, et choses qu'on ne retrouve nulle part. Et en fait, l'idée, elle était donc du coup de rester accessible, mais en plus d'aller bien au-delà de la théorie, montrer avec un peu mon vécu, mon expérience en analyse technique, ce que chaque figure, chaque élément peuvent vous donner en plus. Et il y a énormément de réflexions que chacun trouvera dans finalement ça. Là, c'est également quels outils utiliser. Et justement, ça par exemple toute la partie indicateur technique. Je pense que j'explique assez bien ce côté où je montre un indicateur technique, je montre un autre indicateur technique qui nous dit le contraire au même moment. Et finalement, à chacun de trouver l'indicateur technique qui répond le mieux à ses besoins, quoi. Et est-ce que vous en avez vraiment besoin, en fait? Ouais, c'est ça. Donc pour les profils les plus débutants, il y a donc ton dernier livre qui est sorti l'année dernière, bien évidemment, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode aussi. Et pour les profils un peu plus confirmés ou ceux qui ont déjà lu ce livre peut-être, il y a Trading à sens unique qui amène une autre vision et voilà, qui Alors, est un peu plus je rajoute un soutenue. petit détail. Trading à sens unique, c'est une méthode, mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Si vous voulez, vous pouvez le parcourir en intégralité. Il est sur Central Charts en version intégrale. Après, vous ne pouvez pas l'avoir en version papier. Il faut l'acheter en version papier. Mais vous avez la version qu'on peut lire en ligne, qui est consultable dans les guides sur Central Charts. Il est encore présent et mon idée, elle n'est pas de le vendre aujourd'hui, elle est simplement de passer la version papier. Je ne vais pas non plus payer pour les gens, donc ça, ils sont obligés de l'acheter. Mais s'ils veulent le consulter et en intégralité, ils peuvent, hein. Et il a reçu de très bonnes critiques. En fait, à l'époque, on avait fait un travail en amont de la publication, c'est qu'on avait fait demander à Nicolas Chéron, Stéphane Sauduteil, Jérôme Révillier. Voilà, on avait demandé, est-ce que vous pourriez nous lire le livre et nous faire votre critique? Bonne ou mauvaise, hein, on s'en fiche, on n'est pas là pour aller cacher des choses. Et on la mettra à l'intérieur du livre. Et en fait, ça a été génial parce qu'on a eu de super retours de leur part. Et voilà, sans rien toucher, hein, on a publié ça et on l'a intégré en préface, en fait. La critique des professionnels, parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore un vrai professionnel, on va dire. Et c'était assez marrant de voir ça.
Super. Et donc, c'est accessible sur le site. Donc, je mettrai le lien encore plus dans la description de cet épisode. Bah Je ouais, pense c'est que ça, gratuit, vous pouvez aller le lire, le ah ouais, livre. il y a aucune raison de ne pas y aller. Donc, c'est super en tout cas d'avoir fait ça, hein, parce que c'est assez rare finalement de voir des livres disponibles gratuitement comme ça en ligne. Donc, bravo à toi pour ces ouvrages et bravo de l'avoir mis en ligne, ce premier ouvrage. Trading à sens unique. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose, Vincent? C'était intéressant. Donc, si tu veux passer un message, t'adresser à l'audience, c'est le moment. Tu as carte blanche, comme pour toutes les interviews, c'est la fin et tu as carte blanche. J'ai carte blanche. Vas-y. Je dirais aux gens, vous laissez pas emporter par sur Twitter, les réseaux sociaux, par ceux qui vous font miroiter des performances de fou avec de l'effet de levier sur des cryptos. Vous faites pas attirer par ça. Il y en a beaucoup qui se cassent les dents. Et si vous allez jusque-là, à essayer d'utiliser de l'effet de levier, faites toujours ça avec un stop et attention de toujours mesurer le risque de chaque trade. Voilà, il y a beaucoup de fake. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire miroiter des choses qui potentiellement n'existent pas. Et donc, je dirais aux gens, faites attention. Le trading, c'est quelque chose de mesuré et contrôlé. On ne cherche pas un mois à faire 1 million et le mois suivant à faire 10 000 euros. Non, c'est censé être lissé et on a des objectifs à atteindre. Et donc, afficher sa performance, ça n'a pas de sens pour moi. Ou les extras de performance, ça n'a pas de sens pour moi. D'accord. Écoute, super beau message pour terminer ça. Je profite aussi de cette fin d'interview pour rappeler que il faut bien se cantonner à la démo au début pour vraiment faire ses armes et que on veut souvent maintenant tout de suite dans la seconde et on va souvent se dire non, la démo c'est pour les autres, moi je vais direct en réel. Et c'est une belle façon de tester si c'est fait pour vous, je pense, le training, de rester quelques mois en démo et de voir si ça continue de vous plaire. Là, vous êtes peut-être du coup fait pour passer en réel. Merci en tout cas, Vincent, pour cette interview. Et puis, je te dis peut-être à bientôt pour un prochain épisode ensemble. Ce serait cool de parler un peu de trading sur la chaîne. Avec plaisir. Voilà. Et bonne journée. Salut Vincent. Salut à toute l'audience.